Notre modèle de Haldane, en fait, on va voir qu'il est remis en cause, c'est ce qu'on disait, ce que j'ai dit au début, par pas mal de choses. Et donc, je vais vous donner quelques petites remises en question donc, du modèle de Haldane. Alors, le modèle de Haldane, déjà, pour terminer, il n'y avait pas de définition de la vitesse de remontée. Ça, c'est important. Haldane, il n'avait pas dit qu'il faut remonter. Il n'avait pas donné. D'ailleurs, vous verrez que la vitesse de remontée, c'est très empirique. Pourquoi 10 mètres minutes, pourquoi pas 11 moi, je ne sais pas vous l'expliquer. À mon avis, pourquoi 12, pourquoi 15 bon. Haldane, c'était 10 mètres minutes. Alors, il faut imaginer que pour Haldane, hein, c'était je remonte jusqu'à pas dépasser le coefficient, mais à la limite, je remonte, voilà, il n'y a pas de... Ouais, à la limite, c'est presque ça. Il dit qu'effectivement, il faut remonter doucement, mais c'est très empirique. Sa théorie, on va voir qu'il y a d'autres théories après, mais sa théorie, c'est de dire, tant que je ne dépasse pas le coefficient, il n'y a pas de bulle. Ça, sa théorie. Donc, limite... Alors, donc il crée 3 tables. Bon, ça, c'est pour l'historique, hein, moins de 30 minutes, plus de 30 minutes, plongée profonde. C'est adopté en 1908 par la Royal Navy, donc anglaise. Donc, c'est simple. Il y a un seul paramètre à mesurer, c'est la pression. On mesure la pression, on gagne le temps et on trouve... Alors, donc par la suite, je vous avais dit dans l'historique, en 1937, donc les compartiments vont varier de à peu près 1,5 à 2,5. D'accord, c'est ce qu'on connaît. Et donc intégration en 1970, c'est assez récent, de la descente et de la remontée dans une formule beaucoup plus compliquée. Parce que là, vous êtes d'accord, hein, on passe instantanément de la surface à la profondeur. Et on passe instantanément de la profondeur au palier. Mais il se passe quand même des choses dans la descente. Hein. On sature plus ou moins, vous êtes d'accord. Donc, en 1970, donc, il y a une formule beaucoup plus sophistiquée qui a fait qu'on a intégré ça. Ça ne marche pas pour les plongées d'altitude, on va en reparler. Ça ne marche pas trop pour les plongées au mélange. Et Haldane ne disait rien sur les plongées successives. Alors, les remises en cause. Déjà, première remise en cause, Haldane ne tenait pas compte, on l'a dit, de ce que j'ai appelé la résistance mécanique des tissus. Le modèle ne décrit pas les lois de la diffusion. Pour Haldane, il le connaissait, ce phénomène, mais il le considérait comme négligeable. Il considérait que c'était vraiment la quantité d'azote dissous à la fin était fonction de l'apport circulatoire, de la perfusion. Donc, en fait, il n'y a plus d'équilibre instantané, résistance à la diffusion, c'est ce qu'on a dit. Hein. Les échanges gazeux ne semblent pas complets en un seul passage. Alors, le sang amène, mais tout ce qu'il avait donné ne passe pas en une seule fois parce qu'il faut du temps à diffuser. Donc il y a une différence entre la tension tissulaire et la tension veineuse, c'est-à-dire ce qui ressort, ce n'est pas égal à ce qu'il y a dans le tissu, parce qu'il y a une partie qui n'est pas passée dans le tissu à cause de la diffusion. Pour Haldane, décompression sans bulle, alors qu'on sait qu'il y a des bulles, charge et décharge identiques, donc la forme bullaire n'est pas prise en compte dans la formule, vous êtes d'accord? On voit bien, c'est la même chose là et là, alors qu'en fait, dans la réalité, ce n'est pas la même chose. Le taux de perfusion n'est pas homogène, c'est-à-dire que dans les calculs qu'on fait pour établir cette formule-là, on considère que l'apport circulatoire est toujours le même, mais vous êtes d'accord que quand vous faites un effort, la variation du rythme cardiaque, ça, c'est pas intégré là-dedans. Alors, il y a des rediffusions de gaz aussi, des gaz qui passent directement des artérioles aux vénules, c'est-à-dire qui cheminent côte à côte. Chemine côte à côte, il manque un mot, c'est chemine côte à côte. Donc en fait, il y a des gaz qui passent directement des vénules, donc ça c'est pas prévu dans le modèle, parce que le modèle considère que ça repasse par les poumons. Il y a des chaînes cardiaques, ça aussi c'est pas prévu dans le modèle. Il y a des chaînes pulmonaires aussi. On estime qu'il y a à peu près 5% de mélange de sang veineux et de sang artériel, donc les bulles qui repartent directement sans passer par le filtre pulmonaire. Donc les courbes sont remises en cause. L'ADD est un phénomène global. En fait, vous êtes d'accord, en gros, il y a les accidents de type 1, type 2, les BEN, et les accidents neurologiques. Pour lui, c'était considéré comme la même atteinte par son modèle. Alors qu'en fait, on va s'apercevoir que ce n'est pas forcément les mêmes choses qui se passent quand on a un problème articulaire ou un problème neurologique. Donc les systèmes-là ne seraient pas adaptés, cette modélisation, à tous les types d'accidents. C'est difficile d'isoler des compartiments. Il n'y a pas le sang, le machin, le truc. Il y a des interactions entre les compartiments. Évidemment, on ne peut pas dire il y a ça, il y a ça, il y a ça. Les tissus sont hétérogènes, on l'a vu, hein, et ils ne sont pas tous pareils, donc ça ne diffuse pas tout le temps au même moment. Voilà.
Certains tissus ne sont pas vascularisés ou mal vascularisés, pourtant il y a des accidents dedans, en particulier les articulations. Il a pris en compte l'air alvéolaire. Il n'a pas pris en compte l'air alvéolaire, il a pris en compte l'air atmosphérique. Et vous savez que l'air alvéolaire, ce n'est pas l'air atmosphérique, on en reparlera. Donc, en 1958, Ampleman crée donc un modèle par diffusion. Donc lui va s'intéresser à la diffusion. Il va dire que la diffusion n'est plus quelque chose de négligeable. Il faut s'y intéresser. C'est la théorie qui va concurrencer un petit peu celle de Haldane. Vous allez voir que maintenant, on mélange les deux, en fait. Donc il travaille surtout sur des travailleurs sous-marins. Il s'intéresse à des plongées longues, à faible profondeur, et les problèmes de benne. Donc, et il s'intéresse à la charge et à la décharge dans des tissus qu'il va bien identifier, les articulations, les cartilages, les tendons. Donc ces accidents-là. Et il dit que le modèle à perfusion de Haldane, ça explique mal la réponse, ça explique mal ces genres d'accidents. Donc il y a certainement autre chose, d'autres phénomènes qui entrent en ligne de compte. Donc il reçoit bien sûr par diffusion, ça n'a rien d'instantané. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça diffuse dans l'articulation, c'est long, et la perfusion n'est plus le système limite. Donc ils sont irrigués par une manne de sang, il y a beaucoup de tissu épais, donc ça va mettre du temps, et donc c'est plus de la perfusion, c'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de dire instantanément ce qui était dans le sang passe dans le tissu. C'est plus vrai. Donc la saturation d'azote, elle est plus instantanée, ça passe plus instantanément, et en plus c'est pas homogène, c'est-à-dire que les tissus les plus longs, il faut que les molécules mettent du temps à... Donc c'est plus homogène. Donc voilà sur quoi il travaille, et il dit donc que la diffusion est plus importante que la perfusion. C'est-à-dire que ça va mettre du temps à diffuser, ce qui fait que le temps que ça arrive, il n'y a pas de problème. Ce qui est limitant, c'est le temps que ça met à rentrer dans le tissu. Donc diffusion limitante. Donc voilà, notion de diffusion limitante plutôt que de perfusion limitante. Et donc la quantité d'azote, il trouve une formule assez simple qui découle des lois de Fick qu'on a vues donc, de transport des molécules dans un tissu. Et il dit que la quantité d'azote est égale à la pression multipliée par la racine carrée du temps. Bon, la formule, c'est pas grave. C'est qu'en fait, il dit que la quantité d'azote est fonction de la pression et du temps. Je veux dire, c'était ça aussi. Hein. Mais ce n'est pas la même formule. Et il va considérer, chose importante, que la décharge est 1,5 fois plus lente que la charge. D'accord? Donc lui, pareil, hein, il dit que la courbe, ce n'est pas symétrique. Il considère que la décharge dure 1,5 fois plus longtemps que la charge. Et il considère qu'il y a un accident si la quantité, la masse d'azote dépasse une certaine quantité. C'est-à-dire que si on en met trop, quand on va remonter, il y aura un accident. Et il prend une valeur critique de 500 qui permet d'obtenir une courbe de sécurité. Donc il dit que la quantité d'azote, 500, permet de trouver donc une courbe de sécurité. C'est utilisé par les tables anglaises, voilà, donc, qui sont effectivement plus sur la diffusion. Alors, en 65, Workman donc, va créer ce qu'on appelle les M-Value. Vous avez peut-être entendu parler des M-Value. C'est implanté dans tous les ordinateurs de plongée. Donc il travaille, c'est un Américain. Et en fait, donc Workman, le coefficient admissible SC varie selon les compartiments. Bon, c'est ce qu'on a vu. Hein. C'est d'accord qu'entre le 272, donc chaque compartiment a son SC. Donc ça varie selon les compartiments. Ça, c'est la première chose. Il reprend Haldane, mais il complète et il dit que ça va varier aussi en fonction de la profondeur. C'est vraiment le truc en plus des M-value, c'est-à-dire que le coefficient de saturation critique qui est actuellement, d'accord, le 2,72 là qu'on a vu tout à l'heure, ou d'accord, que vous soyez à 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres, 9 mètres, 6 mètres, c'est toujours 2,72. Il ne varie pas. Par contre, il varie pour les compartiments. Eh bien, les M-value, ça varie aussi en fonction de la profondeur. Il faut imaginer, par exemple, que notre coefficient de 2,72, peut-être qu'il est à 2,72 à 3 mètres, mais il serait à 2,74. Il l'adapte en fonction de la profondeur. Donc, Haldane travaillait avec l'hypothèse des rapports, c'est-à-dire TN2 sur PA SC. Workman, il va travailler avec des valeurs de pression partielle, des quantités d'azote à ne pas dépasser. Et donc, la M-value, c'est quoi? C'est la quantité d'azote que peut supporter un compartiment. Donc, on va calculer une quantité d'azote. On va plus parler il ne va plus y avoir un rapport comme ça. Il va juste y avoir une quantité d'azote. Donc, c'est beaucoup plus simple. C'est implanté dans les ordinateurs parce que c'est très simple.
c'est une quantité d'azote. On dit par exemple, là tout à l'heure on était à 4,55 pour notre quantité d'azote. Au bout de 20 minutes, ben, on va dire, ah voilà, par exemple, à 9 mètres, c'est 4,55, c'est bon. À 6 mètres, c'est peut-être 4,12. Ah, 4,55, c'est au-dessus, il faut attendre. Donc il calcule directement la quantité d'azote à ne pas dépasser. Ça ressemble un peu. Alors, donc il définit donc la M-value comme étant donc la quantité d'azote à ne pas dépasser en surface, plus eh bien, une petite quantité d'azote en plus, fonction de la profondeur. On va prendre un exemple, vous allez voir. Et vous allez voir qu'il y a une courbe et que c'est relativement simple. Donc la M-value, c'est la tension admissible. Et si jamais on passe au-dessus, qu'est-ce qu'on fait? Il y a danger, donc qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête et on attend que ça baisse. C'est ça, hein? C'est-à-dire que vous imaginez, tu as 4,55, il ne faut pas passer, voilà, ça serait ça, hein, c'est la même chose en fait. 4,33, pas dépasser 4,33, moi je suis à 4,55, qu'est-ce que je fais? J'attends. Le 4,33, ce serait la M-value. Il donne directement ces valeurs-là, lui. Il donne directement 4,33, 3,54, il donne ces valeurs-là. Ces valeurs-là, vous êtes d'accord qu'elles sont, en fonction du coefficient, et 2,72 après, mais c'est toujours le même, indépendant de la profondeur. C'est toujours 2, alors que là, lui, il va changer. Alors, donc, 3 compartiments, chaque compartiment, 3 paramètres, le compartiment, enfin la période, la M-value de surface et le petit delta. Donc, on adapte les M-value au compartiment et aux profondeurs avec précision, avec des expérimentations. On se dit, peut-être que 3,54, il faudrait peut-être mieux mettre 3,52. Et puis là, peut-être 3,56. Oui, on les bouge un petit peu. Alors que là, elles sont vraiment régulières en fonction du coefficient. Donc c'est bien la quantité d'azote à ne pas dépasser. C'est facile, vous allez voir, à implanter dans les logiciels. Très facile à implanter. Tout le monde les utilise quasiment maintenant. Alors soit des M-value Workman, soit des M-value Bullman, qu'on verra après, mais qui sont la même chose. Donc, vous avez donc, cette courbe. Donc je trace, ce que j'ai tracé ici, c'est ce qu'on appelle la droite des pressions ambiantes. C'est-à-dire vous avez la pression ambiante absolue, et là vous avez la tension dans le compartiment. Et là c'est 1. C'est-à-dire que ici, si j'ai pression ambiante 1 bar, pression dans le compartiment 1 bar. D'accord? Là c'est l'équilibre entre les deux, entre la pression ambiante et la tension dans le compartiment. Donc c'est une courbe, une droite, avec une pente de... Enfin bref, une droite. Si ici j'ai 1 bar, ici j'ai 1 bar, dans le compartiment, au-dessus. Donc vous tracez cette courbe-là, voilà, avec la pente, et dès que vous êtes au-dessus, vous êtes en surpression, en sursaturation, vous êtes d'accord? Dès que vous êtes au-dessus. Et donc vous tracez la droite des M-value, avec donc le M0 qui est ici, et la M-value qui bouge, donc qui n'est pas parallèle, parce qu'effectivement, ça bouge avec la profondeur. Et voilà. Et donc votre zone de décompression, elle est là. Elle est ici. Là, c'est 1 bar, 1 bar. Vous imaginez notre exemple de tout à l'heure, vous êtes à 4,55. Eh ben, alors que vous êtes par ici, admettons, vous êtes par ici. Si vous dépassez ça, hop, vous êtes en sursaturation, donc il faut attendre. Donc votre zone de désaturation, elle est entre les deux. Les tables MN90, ça serait parallèle. Ça serait une courbe, une équation de droite parallèle. On pourrait la tracer à 2,72, 3,54, on pourrait tracer parallèle. Alors que là, vous voyez, ça veut dire que plus je descends, plus j'admets une sursaturation importante. Donc vos zones de décompression, elle est là. Donc c'est très facile à mettre dans les ordinateurs, c'est une équation de droite. Vous avez les points. Pour chaque compartiment, vous avez tous les points. Et vous êtes là-dedans. Si ça dépasse, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête, on attend. Après, le principe, il est le même. Hein. Donc c'est ce que je vous mets ici. Hein. La droite, c'est l'ensemble des points dont la charge est égale à la pression ambiante. Pression ambiante, charge dans le tissu, c'est la même chose. Et donc quand la valeur du compartiment est au-dessus, on est en sursaturation, on est en écart de surpression. Et la limite, la limite est là. La limite est là. Très simple à mettre dans les... Il n'y a plus de rapport, si vous voulez. C'est juste la quantité d'azote à ne pas dépasser. Et la zone de compression entre les deux. Après, bon, ça c'est vrai aussi. Là, c'est les compartiments, sont les premiers à être directeurs, les courts, et après c'est les longs. Alors, attention,
c'est pas une limite rigide. Alors, je vous ai mis ce document-là, je trouve qu'il est assez intéressant. Vous avez la limite de la courbe, de la limite de la m-value. Vous avez ici la droite des pressions ambiantes. Quand vous êtes au-dessus, vous commencez à avoir des bulles. Et au-dessus, vous en avez beaucoup. Là, pas de symptômes. Et là, vous êtes à la limite des symptômes. Plus ou moins de temps de décompression. Et ici, plus ou moins de risque. D'accord ? Donc vous êtes bien, quand vous êtes au-dessus, là, c'est l'égalité entre tension au-dessus, tension dans le tissu et pression. Voilà, donc c'était pour vous montrer qu'à saturation critique, Tn2 égale Sc, c'est exactement ce que j'ai écrit là. Hein. Voilà, donc, et donc pour le compartiment, donc à la surface, c'était 272 divisé par 1. À 10 mètres, c'est 272 divisé par 2, donc 5,44, c'est bien une droite parallèle. Alors que pour les m-values, la courbe dépend de la profondeur. Donc c'est plus intéressant de pouvoir adapter SC à des profondeurs. Alors on verra aussi, je vous parlerai quand on fera un peu comment on fait une procédure de décompression, comment on fait une table. Ben, c'est de l'expérimentation, hein, c'est pas autre chose. Mais c'est plus souple, ça permet de faire des choses et en plus c'est plus facile à implémenter dans les ordinateurs. Donc c'est intéressant, c'est pour ça qu'on l'utilise. En fait, Haldane est un cas particulier de Workman, avec le coefficient qui ne bouge pas. Alors, on va avancer un petit peu dans le temps, et puis dans l'heure aussi. Spencer, donc les bulles silencieuses. Donc 1970. Alors, dès 42, on avait déjà des idées que peut-être bien que Haldane, quand il disait que la charge et la décharge étaient identiques, peut-être bien que ce n'était pas vrai. Et donc, en 70, le docteur Spencer met en évidence le fait qu'il y a donc des emboles de gaz veineux, même si la décompression est bien faite, asymptomatique, ce qu'on appelle des bulles non pathogènes. Donc, il y a des bulles. Voilà. Donc, il le met en évidence avec le Doppler. Et effectivement, les échanges sont donc perturbés. Donc, la courbe disant charge-décharge, pareil, la décharge est perturbée. Donc, il détecte des bulles 30 microns. Voilà. Et puis maintenant, en plus, on rajoute de l'échographie, donc vraiment pour voir les bulles. Donc, c'est ce que je dis, hein, avec Haldane, la charge et la décharge étaient identiques. C'est remis en cause par le fait des bulles circulantes. Des choses intéressantes, il trouve plus de bulles sur les plongées mères que caissons. Donc, on ne sait pas trop pourquoi, mais il semblerait que les plongées mères fassent plus de bulles que les plongées caissons. On ne sait pas trop pourquoi, en fait. Voilà. Et il n'en trouve aussi pas dans le sang artériel. Donc, il considère que toutes les bulles sont évacuées, classiques, par le filtre pulmonaire. Il n'en trouve que dans les retours veineux. Donc, ces recherches, qu'est-ce qu'il va faire, lui ? Il va donc associer un modèle de Haldane avec un modèle de Ampleman. Il prend les deux. Il dit pour certains, c'est de la diffusion. Pour d'autres, c'est de la perfusion. Ça dépend des compartiments. Pour les autres, tout ça, les articulations seraient plutôt de la diffusion. Pour d'autres, voilà. Il mélange les deux. Et il définit un taux de bulle acceptable. Donc, on commence à avoir les modèles à croissance de bulles. C'est-à-dire, il y a des bulles. L'idée, c'est ça, les modèles à croissance de bulles. C'est il y a des bulles. Et essayons de calculer quel est le niveau maximum acceptable de bulles. Si on a trop, on s'arrête, on attend qu'elle s'évacue. Donc 70. Donc il met une équation de courbe de sécurité qui ressemble étrangement à celle de Ampleman. On n'est plus à 400, oui, 490, alors on était à 500, enfin ça ressemble. C'est une courbe qu'il relie énormément à ses observations de Doppler, et elle correspond bien en fait. Elle correspond bien à ses observations qu'il fait au Doppler. Et donc la piste qu'il émet, c'est de se dire, on abandonne les modèles, ce qu'on appelle déterministes, calcul, mathématiques, pour faire des choses probabilistes. On observe les bulles, on se dit, tiens, j'ai fait une plongée de tant de mètres, machin, il y a tant de bulles, j'attends tant de temps, elles disparaissent, voilà. Donc on va faire des tables comme ça. Donc c'est l'idée. On ne le fait pas encore, mais on s'en sert quand même pour les adapter. On parlait des coefficients, voilà, comment on fait ? On observe, on dit, tiens, là, on était à 9 mètres, on a considéré, on est remonté, il y a eu un problème, on va réduire. Voilà. Les ordinateurs Sunto sont assez calqués sur des Spencer. Donc, très rapidement, on va distinguer les accidents ostéo-articulaires des accidents neurologiques, donc les accidents type 1, type 2. Et donc, c'est les travaux de Hills, pareil, dans ces années-là, qui vont donc commencer à s'intéresser à la naissance des noyaux gazeux
à leur évolution pour devenir des bulles. Des bulles circulantes, donc qui sont asymptomatiques ou pathogènes en fonction de ce qu'on fait. Donc c'est dans ces années-là qu'on va commencer à s'intéresser à la naissance des bulles. Comment les bulles apparaissent, ces bulles circulantes, pourquoi elles apparaissent, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter d'en avoir trop et faire un accident. C'est encore pas acquis. Hein. Vous imaginez que c'est encore... Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il démontre qu'en altérant les profils, en faisant des yo-yo, des machins, des trucs, il arrive à provoquer soit des bennes, soit des accidents neurologiques. Ça, c'est intéressant, parce qu'il montre bien qu'en fonction de ce qu'on fait, on est capable de créer l'un ou l'autre des accidents. Donc, on va être capable de modéliser en fonction des profils, de dire si je fais ce profil-là, il vaut mieux que je fasse tel type de palier. Et donc, les travaux vont s'intéresser et vont porter sur la naissance des noyaux, leur évolution, pourquoi ça évolue comme ça. Mais actuellement, je vous dis, l'origine des bulles n'est pas vraiment encore bien maîtrisée. Et donc, vous êtes d'accord, hein, si les bulles sont générées de tissu articulaire, c'est accident de type 1, plutôt des modèles aldaniens, quantité, on a calculé une quantité d'azote, on remonte, ça dépasse, il y a un accident. Et puis après, si les bulles sont générées par les capillaires, elles vont transporter au filtre et pas évacuer ou évacuer, exemple de type 2, qui serait lié plutôt à des mauvais profils. Donc, on arrive à altérer et donc à expliquer un petit peu tout ça. 2 mots sur la naissance des bulles, mais je reviendrai après dans le VPM. Donc pourquoi il y a des bulles? Pourquoi il y a des naissances de bulles? Alors que vous êtes d'accord, pour Haldane, c'était quoi, hein? C'était on remonte, et si jamais on dépasse le coefficient, voilà plein de bulles qui arrivent. Vous êtes d'accord que ce n'est pas ça, hein? C'est dès le début qu'on remonte, il y a des bulles. Alors, donc, les noyaux gazeux, alors il y a une chose très intéressante qu'il faut comprendre, c'est que les noyaux gazeux n'existent pas dans un milieu très pur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a réussi à comprimer par exemple des gaz, de l'eau, des gaz, jusqu'à des pressions 100 fois supérieures. On a décomprimé, il n'y a eu aucune bulle. Pourquoi? Parce que le milieu était très pur et il n'y avait pas d'aspérité, des choses comme ça. Regardez un verre, c'est une bouteille de champagne, vous allez voir que les bulles elles apparaissent toujours, c'est ce qu'on a dit au début, sur les bords, parce qu'il y a des aspérités. Et c'est là que les bulles se créent. S'il n'y a pas d'aspérité, il n'y a rien du tout. On peut comprimer, décomprimer, il n'y a pas de bulle. D'accord? Donc ça, c'est la première idée. Donc en fait, les noyaux gazeux, ce qu'on appelle du gaz nucléi, c'est produit en permanence. Il y en a dans l'organisme, à partir en particulier du CO2. Alors comment elles sont créées, ces noyaux gazeux? Donc on est toujours à l'idée de noyau gazeux. On verra avec IPM comment ce noyau gazeux se transforme en bulle. Donc déjà, c'est créé par cavitation. La cavitation, c'est quoi? C'est des turbulences. Par exemple, les hélices de bateau, il y a des turbulences, ça crée elles moussent des bulles. Et bien là, c'est ça. L'accélération du sang, aussi l'accélération, quand il y a des coups, des choses comme ça, c'est éventué, d'accord, il y a accélération. L'accélération va créer des turbulences qui vont créer éventuellement des noyaux gazeux. La tribonucléation, c'est aussi une espèce de turbulence, de cavitation liée aux valves cardiaques. Quand elles battent, ça crée des turbulences, ça peut créer des noyaux gazeux. Et aussi, les parois des vaisseaux sanguins, elles ne sont pas lisses. Il y a des petits interstices. C'est comme le bord du verre. Et dedans, il y a des petits interstices qui auraient des noyaux gazeux qui pourraient éventuellement aussi créer des bulles avec le CO2. On n'en est encore pas sûr, mais l'idée, c'est ça. Donc ces noyaux gazeux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Soit ils vont disparaître, soit ils vont devenir des bulles. L'idée, elle est là. Donc voilà, sans exposition, ça devient des noyaux gazeux. Il y en a, là, on en a un peu partout. Et s'ils apparaissent dans un contexte où la tension environnante est supérieure, eh ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Soit ils vont disparaître, on verra avec VPM, soit ils vont disparaître, soit ils vont grossir, s'amalgamer avec le CO2, les trucs environnants, et devenir des bulles. C'est ça l'idée de la naissance des bulles. Alors, donc on avance un peu. Donc 77, donc Spencer a dit effectivement il y a des bulles, trucs, et donc NC et Ampleman de la diffusion, celui qui a traité la diffusion, eh ben, ils ont développé une théorie autour du volume critique, c'est-à-dire combien il y a des bulles, on le sait, c'est bon, Spencer l'a vu avec le Doppler, quelle est la quantité de bulles maximum admissible. S'il y en a trop, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête, on attend qu'elles s'évacuent, et donc c'est ça. Donc poursuivre des travaux, tenir compte de la naissance, de l'évolution des noyaux gazeux pour devenir des bulles. Qu'est-ce qui fait que les bulles deviennent ou pas les noyaux gazeux deviennent ou pas des bulles? Il y a des formules complexes, c'est très compliqué, hein, qui vont définir la taille des bulles, la taille pour le volume critique. Comment une bulle devient, un noyau gazeux devient une bulle, comment elle évolue, comment elle grossit, elle rétrécit, qu'est-ce qui se passe?
et il ne faut pas que ça dépasse un volume admissible. D'accord? Si la bulle devient trop grosse, bon, bah, c'est l'exemple de décompression. Donc comment la bulle grossit? Vous allez voir que ce n'est pas aussi simple que PV égale constante. La pression diminue, le volume augmente. Ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Mais, problème, c'est qu'on a du mal à déterminer le nombre de noyaux gazeux qu'on a. C'est bien joli de dire qu'il y a des noyaux gazeux et puis ça va devenir des bulles, mais on ne sait pas vraiment définir combien on a de noyaux gazeux. C'est bien joli de dire les bulles, ça vient des noyaux gazeux. Mais combien de noyaux gazeux au départ? C'est encore des choses en réflexion. Donc, par contre, ces théories-là expliquent effectivement les yo-yo, les remontées rapides, les projets, toutes ces choses-là sont expliquées par ces théories-là. Certains profils et particularités anatomiques, FOP, machin, rendent ces bulles pathogènes. Donc ça, on sait l'expliquer avec ces théories-là. Donc ces travaux sont repris donc, par Jean-Pierre Imbert dans les tables MT92 au ministère du Travail, par VPM, par RGPM, par tous ces modèles-là, c'est repris. Bullmann. Alors on va dire 2 mots de Bullmann. Donc Bullmann, 1980. Alors, il s'appuie sur Haldane et Workman. Les deux enfin, ils reprennent tous des... Donc Workman, il travaille à la fois sur Haldane. Donc, ça c'est toujours vrai. Hein. Haldane, même que c'est remis en cause, c'est quand même intéressant. Le modèle de la perfusion est intéressant. Oui, parce qu'il y a toujours de la perfusion. On amène toujours des bulles par du sang. Donc ça, avec le débit sanguin et la solubilité. Ça, c'est vrai. Mais il faut considérer qu'il y a aussi de la diffusion et d'autres choses. Alors, comme Workman, il va utiliser des coefficients 2 pour définir des SC variables avec une relation linéaire. C'est la même chose que Workman, sauf que vous allez voir que la formule est un tout petit peu différente, mais c'est la même chose. Il prend 16 compartiments, donc de 5 minutes à 665 minutes, donc voilà, bon, okay. Et il définit donc d'un seuil pour chaque compartiment, quelle que soit la profondeur. Pour chaque compartiment, la pression. Donc il dit que la pression admissible, c'est N2 moins A fois B. Alors une autre formule, mais qui est en fait exactement la même chose, vous verrez. Donc lui, Workman, les m-values, elle était là. Il disait la quantité d'azote, la pression admissible, et puis les coefficients. Là, c'est l'ESC TN2 sur PA. Lui, il calcule directement PA. PA, fonction de la quantité d'azote et de 2 coefficients A et B. C'est encore la même chose, écrit différemment. Oui. Pression admissible, lui, il calcule directement PA. Nous, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. On a dit PA, c'est TN2 sur SC, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est encore un peu la même chose, écrit différemment. Donc, il prend la tension d'azote, il prend 2 coefficients A et B, et la pression absolue admissible. On la trouve directement comme ça. Alors, mais l'intérêt de Workman, mis à part effectivement ça qui se modélise pareil avec les courbes, c'est la même chose que Workman, il va tenir compte des pressions alvéolaires et des gaz respirés. Bullmann, c'était un Suisse. On peut considérer qu'effectivement, il s'est intéressé aux plongées en altitude. Donc, il dit que le gaz alvéolaire n'est que partiellement remplacé par le gaz respiré. Effectivement, quand on ressouffle, vous verrez, je vous ai mis des valeurs, eh bien, le gaz expiré n'est pas complètement remplacé par le gaz inspiré. Il y a des espaces morts, des choses comme ça. Donc c'est fondamental, parce qu'en fait, il y a des gaz qui ne vont pas suivre la loi de Dalton en altitude. Quand on respire de l'air, dans les alvéoles, en particulier, il y a de la vapeur d'eau. La vapeur d'eau, elle est incompressible. Donc il ne s'agit pas de dire à 2000 mètres, qu'est-ce qu'on fait? Non, on dit à 2000 mètres, c'est à peu près combien? 0,1 bar tous les 1000 mètres, la diminution d'altitude. On va dire à 2000 mètres, il y a 0,8, qu'est-ce qu'on fait? 80% de 0,8, on calcule comme ça. Eh bien non, la vapeur d'eau, elle est incompressible, donc elle ne suit pas la loi de Dalton. Le CO2, a priori, c'est constant, je veux dire qu'on soit en altitude ou pas, on va produire la même chose. Donc, d'accord, qu'il ne s'agit pas de dire c'est directement proportionnel à l'altitude. Voilà, donc je vous ai mis des exemples ici. Hein, oui, la pression partielle d'O2, d'azote et de CO2. Et vous voyez donc que la pression partielle de CO2 ne bouge pas, enfin, reste ici à une valeur importante. La pression partielle de la vapeur d'eau aussi. Ce qui fait que l'air, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que l'air alvéolaire, ce n'est pas directement 0,8 pour l'azote, ce n'est pas directement 0,8 fois 80% de la pression ambiante. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir de Bullmann. Donc, la formule, c'est la même, sauf qu'au lieu d'écrire ici tension d'azote 0,8 fois la pression ambiante, il met tension d'azote alvéolaire. Mais sinon, vous voyez, le calcul ici, pour calculer la tension d'azote,
Là, on peut reprendre cette formule-là, qui est la formule de Haldane, si on ne rajoute pas de diffusion. Donc c'est un modèle qui est adapté pour les plongées en altitude et très utilisé dans les ordinateurs aussi. Pourquoi? Parce que c'est l'équation d'une droite. Comme Workman, c'est exactement la même chose. Si je me souviens bien. Alors voilà, les coefficients. Alors je vous ai préparé les coefficients. Normalement, je ne vous ai pas donné. Non, je vous avais préparé les coefficients. Voilà, ils sont là. Donc en fait, ces coefficients-là, alors je vais vous donner donc, un petit tableau qu'on trouve donc, qui reprécise les coefficients de Bullman et aussi Workman. Ça, vous les aurez. Voilà, donc hop, j'ai mis peut-être trop ici, bon, c'est pas grave, vous ferez circuler. Donc vous voyez, vous avez des coefficients. Alors, plusieurs cas ici ABC en fonction des situations, de l'altitude, des choses comme ça, et aussi des efforts par effort. Donc, différents coefficients, A et B. Donc, juste pour vous montrer que je vais vous laisser les coefficients pendant que vous le distribuez. Vous avez des coefficients, on va prendre un petit exemple rapide. Que l'on va faire d'ailleurs tout de suite, comme ça on verra. Comment on fait pour Bullman? Donc vous avez les coefficients, donc vous avez à la fois Workman et Bullman. Regardez comment on fait. Tension initiale, toujours pareil, j'ai pris mes compartiments là. Donc ma plongée à 50 mètres, 20 minutes. Donc 4,55, 3,48, 2,91. Qu'est-ce qu'on fait pour savoir jusqu'où je peux remonter? Eh bien, on prend la formule PA égale TN2 A fois B. Très simple, là où il n'y a même plus de formule de trucs exponentiels. Vous dites la tension d'azote c'est 4,55. Vous prenez les coefficients A et B pour le compartiment et vous trouvez directement la pression ambiante. Donc là on vous dit 1,88. Oui, j'ai calculé 4,55. Vous avez les deux coefficients. La pression ambiante et hop, palier à 9 mètres. Là vous trouvez un 89, palier à 9 mètres. Et là 68, palier aussi, pas à 9 mais à 6. J'ai dû le corriger chez vous, j'ai dû mettre 6. Voilà, c'est tout. Vous voyez, c'est assez simple en fait. Là, on calcule la pression ambiante directement pour savoir si on peut remonter ou pas. Ce qui donne ça. Donc, vous voyez, la formule de Bullman, on peut l'écrire exactement comme Workman. Workman, vous vous rappelez, hein, la M-value surface plus quelque chose en fonction de la profondeur. Eh bien, regardez. Donc, j'ai dit PA, c'est TN2 moins A fois B. Vous passez le A de l'autre côté. Et vous obtenez donc TN2 qui est égal à PA fois un B plus A. Vous obtenez exactement TN2 égale PA fois un coefficient plus un autre, qui est exactement la même chose. Donc Bullman, Workman, même chose. Là, on est bien dans le calcul de la quantité d'azote au bout d'un certain temps. Il y a à la fois de la perfusion et de la diffusion. Il y a les deux. Il ne s'agit pas de dire c'est de la perfusion limitante que Haldane. Non, c'est les deux. Alors la désaturation, ces gens-là, ils travaillent, on remonte jusqu'à une certaine valeur. Que ce soit Haldane, Workman, Bullman, on remonte jusqu'à une certaine valeur. C'est ça là. Là, c'est exactement ça. Hein. Là, c'est ça. Hein. Workman, on a dit quelle est la valeur de la quantité d'azote à ne pas dépasser. Ici, on dit quelle est la pression ambiante. Pareil, quelle est la pression ambiante. On remonte et on s'arrête. Tous ces gens-là, ils travaillent là-dessus. Tous les autres modèle qu'on va voir après à croissance de bulles, c'est bien la naissance des noyaux gazeux. Qu'est-ce qui font que les bulles deviennent pathogènes et qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter qu'elles deviennent pathogènes? Eux, ils ne travaillent pas là-dessus. Eux, c'est on remonte, on s'arrête et on attend. Workman, Bullman, Haldane, c'est vraiment on remonte, on attend. C'est ce qu'on appelle les modèles à gaz dissous. On considère que le gaz, il est dissous, on remonte, puis au bout d'un moment, il commence à y avoir des bulles, on s'arrête. Mais vous êtes d'accord que maintenant, c'est le mélange des deux. C'est ça, plus les croissances de bulles. C'est les deux. Donc voilà, je vous ai remis ça. Donc, alors, je l'ai mise ici, elle est peut-être pour certains là. Vous avez vraiment des choses identiques. Bullman, M-value, je vous ai mis là, c'est juste pour qu'on les voit, mais c'est la même chose. Et toujours, hein, la désaturation ici. Quoi. Toujours pareil. La zone de désaturation est ici. Toujours pareil. C'est la même chose. Avec une quantité d'azote à ne pas dépasser. Alors voilà, je vous ai mis l'exemple avec Bullman et MN90. Vous voyez, pour deux compartiments. Donc regardez hein, le compartiment 5 minutes. Donc, vous voyez, hein, MN90 et puis Bullman. Et puis voilà, puis je vous ai mis pour deux compartiments. On retrouve quand même des choses à peu près identiques.
Alors, très rapidement, quelques petites choses. Ça, c'est juste pour votre culture. C'était juste pour votre culture. Donc, d'autres choses qui sont apparues. Donc, un algorithme s'appelle de Thalman, et un modèle exponentiel linéaire. En fait, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il voulait effectivement lui aussi intégrer ça dans un ordinateur. Donc, il a dit que la charge était exponentielle. Toujours pareil, hein, exponentielle. Par contre, il a dit que la décharge était linéaire. Pour mieux adapter la décompression à la surface, ça veut dire quoi une décharge linéaire? Ça veut dire que la courbe, elle est comment? Voilà, la courbe, elle est comme ça. Elle est droite. Donc, il trouve que la décompression s'adapte mieux. En fait, le temps de décompression est plus long. Il augmente la tension finale pour les plongées successives. Donc, comme c'est plus long, effectivement, il considère que c'est plus long. Bon. Voilà, donc voilà, c'est tout. Donc, voilà, la courbe. Les paliers sont plus importants. Donc, il a triplé le temps de décompression. Donc, voilà. Voilà. C'est utilisé dans certains ordinateurs américains. Voilà, donc c'est juste. Alors, le modèle canadien, il est intéressant parce qu'il a été. Donc, ça a débuté, voilà, je vous ai mis des noms. Il y a eu beaucoup de plongées qui ont été faites. C'est un des modèles qui a été le plus testé par des plongées. Donc, beaucoup de plongées de validation, d'exploration de Doppler. Ce modèle-là, il a été repris aussi par Humbert dans les tables ministère du Travail. Il est intéressant parce que c'est un modèle qui. Tous les modèles avant disaient les compartiments sont étanches. Le sang, le machin, le truc. Alors que là, il va commencer à dire peut-être bien qu'ils ne sont pas si étanches que ça, les compartiments. Et les compartiments auraient des interactions les uns dans les autres. Ce qui voudrait dire qu'au lieu de décharger, au lieu que chaque compartiment fasse sa décharge tranquillement tout seul, eh bien, il décharge, mais il va aussi dans les autres compartiments. D'accord? Il y aurait des interactions entre les compartiments. C'est ça, ce modèle-là. Donc, il reprend donc la diffusion, les bulles, il reprend l'ensemble des choses. Et en 86, on commence à reprendre tous les modèles, en fait, tous les trucs. Et donc, il dit que les compartiments se déchargeraient aussi les uns dans les autres, et pas uniquement chaque compartiment. Ces tables G canadiennes, une des plus utilisées. Vous verrez, ça a été repris par Jean-Pierre Humbert. On verra la forme de la courbe. Mais l'idée, elle est là. C'est de se dire que la décompression, la désaturation est plus longue. Donc Méliès, c'est un peu une poursuite du modèle sigmoïdal, avec ce modèle sigmoïdal. Donc il part de Walsh, il part aussi des Américains, des Canadiens. Donc encore une remise en cause de la phase de décharge. Hein. Les gens ils travaillent sur la décharge. Hein. Ils travaillent très peu sur la. Jusque-là, tout le monde est à peu près d'accord pour dire que Haldane, c'était quand même pas si mal que ça. Mais les gens travaillent là. C'est là que les gens travaillent. Mais globalement, ça reste. C'est-à-dire ils font un peu de diffusion, un peu de perfusion. Globalement, on travaille quand même beaucoup plus sur. Enfin, c'est vrai que c'est important. Ce chiffre-là, il est important parce que c'est lui qui va. Mais ce chiffre-là, il est important pour Haldane, c'est-à-dire pour dire je remonte jusqu'à temps. Mais pour la naissance des noyaux et des bulles, il est important pour l'équilibre après et le fait que les bulles grossissent ou pas. Donc, lui aussi, diffusion, perfusion, voilà. Il prend des lapins, bon, c'est pour l'anecdotique. Et voilà, donc il dit lui aussi que les compartiments ne se saturent pas de façon homogène, mais en série. Ils se déchargent dans les autres, et très longtemps. Et donc, en plus, il considère que la phase de décharge débute avec un temps de latence. C'est-à-dire que ça ne décharge pas tout de suite. C'est-à-dire que ce n'est pas ça, ça ne décharge pas tout de suite. Ça commence un petit temps après. Donc il utilise des courbes sigmoïdales, en forme de S. Vous voyez la courbe, comment elle est? Elle est là. Vous voyez la courbe? Ça veut dire que là, ça ne désachure pas encore. Il considère qu'il y a une espèce de temps de latence avant que ça démarre. Bon. Voilà. Ça a été confirmé par le Doppler. Comment? En fait, c'est ça. C'est le début de la courbe. C'est pour ça qu'on dit que c'est un modèle sigmoïdal. Mais la courbe, effectivement, c'est un S, c'est ça la courbe. Là, j'ai montré surtout le début. Donc, c'est une courbe sigmoïdale avec un temps de latence. Donc, c'est effectivement un modèle
qui a été confirmé par le Doppler. On s'est aperçu au Doppler qu'effectivement, ça c'était vrai. On a vu aussi qu'il y avait, alors vous verrez sur la vitesse, on a fait des études aussi, on a montré qu'il y avait beaucoup de bulles après, il y avait des pics de bulles après une demi-heure à 1 heure. Plus de bulles. Des taux de bulles qui étaient plus importants au bout d'un certain temps. Donc, effectivement, on a montré qu'il y avait effectivement des temps ici de. Mais c'est du Doppler, c'est de l'observation. Alors, c'est de l'observation sur des gens, c'est des problèmes statistiques. Est-ce qu'on doit en déduire que pour la population, c'est ça? Et comment c'est pas encore complètement maîtrisé. Hein. Et je suis pas sûr que ça. Donc, confirmé, des compressions plus longues. Je dis, on a mesuré des bulles jusqu'à 18 heures après la plongée. Alors, si vous prenez 1090, c'est 12 heures. Donc, c'est pris en compte dans les tables du ministère du Travail. Voilà.